Je m'appelle Dr. Lana Potts et je veux vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui à cette seconde session de la formation sur la sécurité culturelle. L'intention de cette formation euh, m'a- vient je travaille avec des enfants à risque et des jeunes enfants. Et je cherchais à comprendre ce que vivaient ces enfants. Et les gens me racontaient des choses, me posaient des questions. Alors, qu'est-ce qui va pas avec les Autochtones et pourquoi ces enfants sont-ils troublés? Et ça m'a donné, donc, je suis très heureuse de faire partie de ce programme pour vous expliquer, parce que l'idée de ce programme est de faire connaître ce qui nous est arrivé, pour que les gens comprennent ce que nous avons vécu, quelle est notre histoire. Et le plus important aussi, c'est où nous nous dirigeons et qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions réussir. Et donc, dans cette formation, dans l'espace de 4 sessions, nous voulons expliquer comment nous en sommes arrivés où nous en sommes. Alors, hier, nous avons une présentation justement sur euh, l'accord et qui était admissible, comment le libellé a été, les dispositions ont été élaborées. Il y a d'abord l'avis de non-responsabilité. C'est une formation et bien qu'elle soit parrainée par Deloitte, elle ne représente pas nécessairement les opinions de Deloitte comme telles. Donc, le contenu est élaboré par les gens qui donnent l'information. Et si vous avez des questions, vous pouvez composer le 1-833-852-0755 et c'est aussi la ligne il y a aussi le lien pour les demandes d'indemnisation et aussi le lien pour l'information générale sur l'accord. Et on répétera cette information à la fin de la présentation. Ce dont nous allons parler ce matin, c'est notre histoire en tant que Première Nation et les Métis et Inuits. C'est l'histoire que nous avons vécue et ce sont les récits que nous répétons. Mais ça peut être, même si vous avez déjà entendu les éléments dont nous allons parler aujourd'hui, ça pourrait être déclencheur s'il y a des souvenirs difficiles qui pourraient remonter à la surface et vous bouleverser. Donc, prenez soin de vous. Euh, Moi, j'utilise tout le temps le foin sacré, mais il y a aussi des services de conseillance euh, et il y a aussi une ligne d'entraide, Hope for Wellness. C'est une ligne 24 heures sur 24 avec laquelle vous pouvez communiquer à 855. Et il y a aussi donc le 855-242-3310 et il y a aussi un chat à hopeforwellness.ca. Et il y a aussi une ligne d'entraide pour les jeunes qui est 800-668 68 ou en textant hashtag 686-868. Alors, donc, prenez le temps euh, de récupérer si jamais vous vous sentez bouleversé par le contenu de cette présentation. Voici donc la deuxième séance aujourd'hui dans cette série de 4 séances. Et on nous a souvent dit, écoutez, il faut vous en remettre. Et quand on parle de colonisation et d'école résidentielle, on nous dit, mais écoutez, nous sommes en 225, il faudrait quand même tourner la page. Mais je vous dirais que c'est partie de la, c'est la partie de notre histoire que nous ne devons jamais perdre de vue. Nous devons nous assurer que nous comprenons l'impact que ces événements ont eu dans nos vies et encore aujourd'hui en 2025. Donc, c'est la deuxième séance de cette formation sur la sécurité culturelle et le mieux-être. Donc, je vais d'abord faire une introduction, ensuite la présentation, il y aura une période de questions et de réponses, et ensuite les remarques de clôture. Alors, qui suis-je? Je suis Dr. Lana Potts et je suis de la nation
j'ai été impliqué, j'ai lutté contre le racisme toute ma vie. C'est quelque chose dont j'ai pris conscience dès l'âge de 6 ans. Et j'ai compris ce que mon grand-père a partagé avec moi quant à son expérience dans les pensionnats autochtones. Et je voulais devenir quelqu'un qui raconte la vérité. Après avoir entendu ces histoires, c'est ce qui m'a motivé à devenir médecin. J'étais infirmière et maintenant je fais beaucoup de travail d'éducation et de sensibilisation. J'ai le plaisir de travailler avec Deloitte pour parler de la santé autochtone. Mais l'une des choses les plus importantes dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la personne que je vais vous présenter, la docteure Patricia McCaucus. En Blackfoot, on dit Geneki Matson, c'est-à-dire une personne qui vit sa vie dans la vérité et l'humanité. Et c'est ce qui représente le mieux la docteure McCaucus, c'est la manière dont elle vit sa vie. Et j'ai toujours été en admiration devant elle. On m'a dit qu'il y a des gens qui ont pavé la voie et qui nous ont ouvert la voie. Elle est une de ces femmes. Nous avons parlé justement de la réconciliation, de la discrimination, mais jamais nous n'aurions réussi sans les efforts et tout le travail qu'elle a fait et auquel elle a dédié sa vie entière depuis 25 ans. C'est aussi une universitaire, une mère, une matriarche et elle se passionne pour le développement du bien-être autochtone et elle valorise nos jeunes et les femmes et c'est vraiment une des personnes que j'admire le plus et j'adore passer du temps avec elle. Donc, Docteur McCaucus, je vous cède la parole et je vous invite à partager avec nous euh, votre expérience, votre témoignage par rapport à notre histoire et l'expérience de la colonisation. À vous donc la parole. Merci. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup votre belle introduction. Euh, je voudrais aussi reconnaître le travail qu'a fait Dr. Potts, qui est vraiment une médecin extraordinaire, une bonne amie de la famille, euh, une membre de la famille et qui a fait du travail extraordinaire. Vous savez, elle a aidé son fils quand il a eu des difficultés à l'école. Et donc, j'admire ce qu'a fait Lana. Et je félicite aussi Deloitte du fait qu'ils ont accueilli Lana euh, et dans leur direction. Voici mes notes. Vous voyez? Alors, j'ai beaucoup de choses, mais jamais je n'utilise des notes comme cela quand je parle. Mais je n'ai qu'une heure. Donc, il faut que je sois concise et que je présente toute l'information que j'ai. Alors, j'ai en fait noté sur ma feuille et ça m'a fait rire parce que j'ai pensé à une amie lors de mes études. Alors, j'aimerais commencer parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour parler de beaucoup de choses. Alors, je vais demander au soutien technique de, s'il vous plaît, passer à la prochaine diapo. Je ne vais pas tout expliquer, mais voici mon ordre du jour. Alors, vous voyez, on commence par le contact avant le contact et après le contact et les traumatismes intergénérationnels. Une prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, d'abord, je vous donne du contexte. Et pour ce faire, il faut que je reconnaisse la Terre. Prochaine diapo, s'il vous plaît. J'aimerais partager avec vous jusqu'à quel point la Terre est importante dans ma vie. Moi, j'ai grandi sur la Terre. Alors, je reconnais le Créateur, la Terre-Mère, le Soleil, les eaux, la Terre, le vent des quatre orientations, l'Est, le Sud, l'Ouest et le Nord. Je reconnais que j'ai une grande responsabilité pour protéger la Terre, prendre soin de notre mère collective et tout le monde qui se trouve sur sa Terre.
Alors, je prie pour nos proches à quatre pattes, ceux qui ont des ailes et ceux qui nagent et qui rampent. Je prie pour nos proches, les êtres humains et les autres. Nous chassons pour la nourriture, nous prenons seulement ce qu'il nous faut dans la relation interconnectée que nous avons ici sur la Terre. Je reconnais que je repose sur les épaules de ceux et ceux qui ont passé avant moi et j'ai la responsabilité de penser aux 7 générations futur, tout comme on a fait pour nous. Je reconnais les enfants, ceux et celles pour qui nous sommes là pour servir. Aux 4 familles, le rouge, la jaune, la noire et la blanche, je prie que nous nous souvenons de nos rôles individuels envers les objectifs collectifs. Nous vivons tous sur notre mère collective et c'est notre rôle collectif de hisser les enfants et ceux qui attendent d'arriver et avoir leur expérience humaine. Je ne suis qu'une petite poussière dans tout le cosmos. Moi, j'ai de la gratitude et je suis ici pour servir. Aïe, aïe, merci. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Qui suis-je? Qui suis-je dans le contexte de ce travail? Je vais vous lire la dédicace de ma dissertation doctorale pour vous aider à comprendre. Ma vie a changé lorsque j'ai fait ce travail universitaire parce que j'ai dû confronter l'impact intergénérationnel des traumatismes qui ont découlé des pensionnats indiens. Chaque jour, j'ai fait face aux jeunes traumatisés partout au Canada et dans les territoires. J'étais la directrice de leur école à l'époque et ce travail a transformé ma vie à tout jamais. Ça m'a amené à là où je suis aujourd'hui. J'ai dû faire face à mes propres traumatismes et ça m'a amené à quelque part très loin. Et c'est pourquoi nous devons tous faire ce travail en gardant l'espoir et le cœur ouvert afin d'apprendre l'histoire et de tenir compte des traumatismes et de diriger dans un contexte qui est sécuritaire et rempli de compassion, c'est-à-dire de diriger avec l'amour. La dédicace de mon travail du doctorat est comme suit. Je remercie tous les enfants qui m'ont permis, en fait, qui m'ont donné l'honneur de faire partie de vos vies. Vous m'avez appris comment être une meilleure enseignante des enfants des Premières Nations. Certains d'entre vous ont déjà quitté ce monde puisque vous n'avez pas pu endurer vos blessures à l'âme. Certains sont morts puisqu'ils se sont suspendus ou sinon ils avaient des dépendances ou en raison des armes à feu. Une personne en particulier est décédée seule sur la route une nuit d'hiver. Alors, ces enfants et leur expérience ont eu un impact sur ma vie à tout jamais. En conséquence de ces enseignements auprès de ces enfants en souffrance, ma vie est différente. À bien des façons, leur souffrance m'a aidé à guérir. Bon nombre de ces enfants avec qui j'avais le privilège de travailler à Poundmaker's Adolescent Treatment Center School étaient les victimes innocentes des traumatismes intergénérationnels et des blessures à l'âme. Eux et leurs familles d'origine ont été affectés par la colonisation, l'oppression et l'héritage des pensionnats indiens. Pour la plupart, il s'agit des victimes innocentes de l'histoire des Premières Nations au Canada, ici, au pays qu'on appelle le Canada. Cette dissertation est dédiée à tous les enfants autochtones qui ont de la difficulté à rester à l'école tous les jours. Aux élèves du Poundmakers Adolescent Treatment Center School, je vous remercie. Vous m'avez appris l'importance de l'amour. Votre souffrance m'a inspiré à écrire cette dissertation en mémoire et pour honorer tous ces enfants autochtones, ceux et celles qui sont ici, ceux et celles qui sont partis et ceux et celles qui sont à venir encore. Je prie que cette dissertation offre de l'information qui vous aide sur votre parcours. Merci. Que le Créateur nous guide sur ce parcours. Je suis un membre de la communauté qui vit, qui respire et qui a le feu sacré. Je veux voir du changement. Nos enfants, nos familles, nos nations, nos partenaires associés, ils ont tous besoin de nous. Nos enfants
compte sur nous tous. Nous devons assumer ce rôle, faire ce travail d'une façon qui est bienveillante, bien informée, aimante et sécuritaire si on veut être des agents de changement. Je vous invite sur ce voyage de toute une vie. Commençons. Cette petite personne avec les tresses, c'est notre seul petit enfant à moi et à Eugene. Alors, en faisant ce travail, on pense à notre petit enfant, tous les enfants, même ceux qui ne sont pas encore nés. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je suis reconnaissante pour le parcours euh, que j'ai vécu et la souffrance que j'ai vécue, la souffrance de la famille, les blessures à l'âme. En traversant cette souffrance, ça m'a aidé à comprendre les gens que je dessers. Le docteur Bruce Perry nous demande de ne pas dire mais qu'est-ce qui va pas chez vous, mais qu'est-ce qui vous est arrivé. Ce travail demande à nous tous de se regarder dans le miroir en embarquant sur ce parcours d'aider les autres. Je reconnais les aînés, les gardiens des connaissances, mes parents, mes enfants et mon petit-enfant, mon petit-fils, parce qu'ils m'ont aimé tout le long de mon parcours. Je les remercie. Eugene, Janice, James, Anthony, Theo, mes parents, Pat Cardinal, Mildred Sylvie, les aînés, Mike Steinhauer, le regretté Vincent Steinhauer et le docteur Diane Steinhauer. Elle continue à nous enseigner au sein de ma famille. Je les reconnais, entre autres, parce que ma vie a été transformée grâce à ce travail. Alors ici, vous voyez une génogramme. Lorsque j'ai commencé mon travail en 1990, à Saint-Paul, il fallait qu'on fasse une génogramme parce qu'on allait travailler avec des enfants de partout au Canada. Et lorsque j'ai étudié cet arbre généalogique, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'avais compris ce qui s'est passé dans ma famille. Et j'ai compris les blessures à l'âme et ce qui se passe dans ce pays. Alors, ça a eu un impact énorme sur moi en étudiant cet arbre généalogique. J'ai mieux compris ce qui se passe véritablement dans le contexte du travail on fait. Prochaine diapo, s'il vous plaît. La vie avant le bouleversement colonial. Prochaine diapo. Pardon. Oui, ici, pardon. Et je demande votre indulgence parce que j'ai un mauvais rhume. Il est important de comprendre que avant la colonisation et le bouleversement colonial, les peuples autochtones avaient des lois très sophistiquées, des structures de gouvernance et des systèmes de famille qui ont gardé la paix et l'équilibre auprès des tribus. Alors, les dirigeants gouvernaient en pensant à l'avenir et ils transmettaient ces connaissances aux enfants. Alors, il y avait bien des tribus au Canada avec des perspectives mondiales. Ils avaient une façon de vivre qui était complète et inclusive. Alors, vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est une perspective mondiale? Selon Joseph et Joseph, dans le texte Indigenous Relations, Insights, Tips and Suggestions to Making Reconciliation a Reality, ils définissent cette perspective mondiale en tant que une façon de connaître, de voir, d'expliquer et de vivre dans le monde. Alors, en d'autres mots, les différentes tribus avaient leur propre système de gouvernance et ça comprenait tout le monde, les tout petits, les enfants, jusqu'aux aînés qui ont joué le rôle des autorités et les hommes et les femmes qui guidaient les nations avec les hommes. Alors, lorsqu'on regarde cette photo, les aînés avec qui j'ai travaillé au Collège des Premières Nations Blue Quills, maintenant l'Université Blue Quills, parler de nos responsabilités collectives auprès de la nation. Nous travaillons au service du tribut, la nation. Notre prise de décision était coopérative. Nous travaillions vers le consensus lors de la prise de décision et on respectait l'égalité. Les femmes participaient tout à fait à la prise de décision du tribut. Tout le monde avait leur place et on avait
une réflexion à long terme. On pensait à ceux et celles qui n'étaient pas encore nés. Donc, on pense toujours à cette génération avant, plus loin. Alors, les décisions prises d'aujourd'hui auront une incidence importante sur les esprits dans le monde des esprits qui attendent de venir sur Terre pour avoir leur expérience humaine. Et vous voyez dans cette photo que c'est inclusif. Tout le monde avait de la place, tout le monde était le bienvenu, on s'occupait de tout le monde, tout le monde avait de la place. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, la vie avant le contact. Alors, selon les universitaires autochtones tels que Willie Irvine et l'universitaire pied noir, le docteur Leroy Little Bear, la plupart des peuples autochtones vivaient dans des relations harmonieuses sur la terre, notre mère collective. L'homme n'était pas sous-élevé au-dessus de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. En fait, le regretté aîné Mike Steinhauer, avec qui j'ai travaillé au Blue Quills, a parlé de la force de vie et la vie forcée. Bon, je ne peux pas expliquer tous les détails, mais ce qu'il voulait dire, c'était qu'avant le contact, nos vies étaient harmonieuses. Nos proches vivaient en harmonie avec nos proches à quatre pattes, avec des nageurs et des animaux qui volaient, les animaux qui grimpaient ou rampaient plutôt. Alors, c'était une relation de respect. Dans cette image à droite, vous voyez un cercle qui représente cette perspective mondiale autochtone, où vous voyez les images. Donc, c'est en forme de cercle et ensuite l'autre qui est en forme de pyramide. Nous voyons un cercle qui représente cette perspective mondiale autochtone, c'est-à-dire que l'homme fait partie de cette relation interconnectée avec nos autres proches. Mike a parlé de la vie forcée, c'est-à-dire le moment où les Autochtones étaient forcés à aller dans des pensionnats et l'homme dominait tout et tout le monde. Donc, on passait de la force de vie à la vie forcée. Alors, d'abord, c'était la force de la vie, d'une relation interconnectée harmonieuse avec tous les êtres, petits et grands. Et ensuite, on a passé à un monde où il y avait un homme tout en haut qui avait l'hiérarchie et le pouvoir sur tous les êtres vivants. Ce sont deux points de vue mondiaux différents et ça a créé des défis à l'époque et c'est la même chose aujourd'hui. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Puisque j'ai passé du temps au pied des aînés au Collège des Premières Nations Blue Quills, j'ai appris des leçons de ces aînés et j'ai appris grâce à ma participation à notre cérémonie de jeûne et l'importance des enfants. Les enfants, traditionnellement, ont été euh, enseignés par les vieux, les aînés. Les aînés voulaient surveiller les enfants. En fait, il voulait les enfants, il les observait et déterminait leur rôle futur. On provient du monde des esprits afin d'avoir une expérience humaine et on est là pour améliorer nos dons. Nos dons, en fait, nos compétences qui sont données par le Créateur. En tant que jeune femme qui faisait le jeûne, je surveillais les enfants et je me demandais qui allait reprendre les cérémonies. Et j'ai pu voir le tout devenir réalité parce que j'ai observé les jeunes qui bâtissent les structures et qui lève tous les instruments et accessoires de la cérémonie. Alors, on a déjà connu cette époque et on peut le revoir, on peut le voir à nouveau. Ça, tout ça comprenait les plus jeunes et les plus vieux. Tout le monde avait leur place. Dans mon cercle de cérémonie, je remercie le regretté Dr. Vincent Steinhauer et sa sœur Diana Steinhauer, la docteur Diana. En raison de leur mentorat, je peux témoigner des jeunes qui continuent ces cérémonies grâce à leur mentorat extraordinaire. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Excusez-moi. Donnez-moi un instant.
Je demande votre indulgence puisque j'ai un rhume. Alors, dans ce système de gouvernance autochtone, le leadership tribal et la gouvernance ont été impactés par la législation fédérale, surtout la loi des Indiens. Une gouvernance traditionnelle à gauche, enseignée à l'Université Blue Quills, démontre un rôle inclusif et complet du leadership où les dons des membres de la tribu sont reconnus et utilisés dans une structure de gouvernance traditionnelle. Vous avez l'autre image à droite qui indique de quelle façon la loi sur les Indiens a touché ce système. À gauche, nous voyons un anneau mauve qui représente dans ce cercle un rôle traditionnel des femmes dans chaque région de la vie tribale. Malheureusement, cette image nous démontre l'impact du colonialisme sur les femmes et nous constatons une violence constante faite aux femmes, que ce soit sur les nations ou à l'extérieur. L'image à droite vous montre euh, Santé Canada et Affaires autochtones Canada à côté du chef de la Première Nation et son conseil parce que la loi sur les Indiens rend ces dirigeants tribaux responsables auprès du gouvernement fédéral. Dans le livre de Wolf Collar, First Nation Self-Government, 17 Roadblocks to Self-Determination and One Chief's Thoughts on Solutions, il précise que la loi sur les Indiens rend le chef et le conseil responsable, en fait, redevable au gouvernement fédéral et non pas, en fait, auprès du gouvernement fédéral au lieu d'être responsable aux yeux des gens. Donc ça peut être problématique parce que les gens essaient de briguer la même place et ils finissent par avoir des hostilités entre eux. Par exemple, s'il y avait 9 postes élus et 40 personnes proposer leur candidature pour ces 9 postes. Après les élections, il y a potentiellement 31 membres de la bande et leurs familles qui seront très mécontents. Donc, les répercussions à long terme sont importantes et ça peut vous montrer ce qui peut arriver à une nation. Ça peut mener à de la violence latérale et d'autres sources de division auprès de la communauté parce que peu de personnes essaient d'avoir les quelques emplois disponibles. Et il y a le potentiel de continuer un état de pauvreté. Tout ça est la conséquence du colonialisme continu. Et c'est un fait connu. Les gens opprimés, plus tard, vont opprimer leur propre peuple. C'est la nature de la bête coloniale. C'est essentiellement l'équivalent d'administrer notre propre pauvreté. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Maintenant, les origines des relations entre la couronne et les Premières Nations. Prochaine diapo, s'il vous plaît. L'origine de des relations couronnes autochtones ont créé les structures politiques et juridiques qui établissent l'avenir des relations, les interactions avec les Premières Nations. Elle établit les lignes directrices pour les colons européens dans les terres qu'on appelle maintenant le Canada. Elle établit aussi le processus d'élaboration des traités entre la couronne et les Premières Nations. Je veux donc reconnaître ici le travail de Sharon Van et Dr. Diana Steinhauer, qui continuent à nous enseigner et nous éduquer sur les traités. Je vais vous lire cette citation. Au moment où les traités ont été élaborés, les gens n'ont jamais abandonné le terrain. Les Autochtones parlaient de la terre, mais nous parlions de notre vie et de la vie des générations futures. Et la terre est un élément central de ce processus. Donc, lorsque les peuples autochtones parlent de la terre, de la création de traités, ils parlent de leur vie, de celle des générations futures. La terre est au cœur du processus. Nous sommes dans la situation où nous sommes parce que la couronne n'a pas tenu les promesses qu'elle a faites à nos ancêtres pendant l'élaboration des traités. Les récits
et l'histoire orale transmise par nos ancêtres nous donne une compréhension très différente des traités. Nous étions d'accord pour partager la terre, pour vivre côte à côte sans interférence, à condition que notre mode de vie puisse se poursuivre. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Et c'est pour ça que nous avons des choses comme la loi sur les Indiens, les pensionnats indiens, la rafle des années 60. Donc la couronne, coup après coup, a manqué à ses obligations en vertu des traités. Et justement, cette citation euh, traduit bien cette compréhension que nous avions des traités. Et donc, je reconnais les femmes Sharon Venn et Dr. Diana Steinhauer du merveilleux travail qu'ils ont fait. Et aussi ma fille qui a étudié avec ces femmes parce que elle continue à enseigner l'importance de comprendre les traités et les implications des traités sur les Premières Nations. Prochaine diapo. Alors, je vous invite à examiner cette diapo et regarder la carte des terres. Alors, regardez, en 1655, 97% des terres sont occupées par des tribus, mais le territoire diminue en 1763, 1871. Et maintenant, si vous regardez l'état des choses, les Premières Nations ne sont plus là. Après la proclamation royale du roi George, il y a eu des changements importants. C'est aussi à cette époque que l'on a commencé à faire des traités et que la couronne a établi des traités avec les Premières Nations. La, cré- la couronne avait besoin de traités pour qu'elle puisse pénétrer dans les terres autochtones, telles que l'indiquait la proclamation royale. Donc, il fallait qu'un traité soit mis en place pour que les colons puissent s'établir dans des terres autochtones. Donc, la proclamation royale et le traité du Niagara sont devenus le modèle à suivre pour les autres traités. Et on donnait le ton à la diplomatie de la couronne avec les Premières Nations. Mais, peu de temps après l'élaboration des premiers traités, la couronne a aussi commencé à déposséder les peuples autochtones de leurs terres. Parce que, contrairement à la notion qu'avaient les peuples autochtones du partage de leurs terres, et les terres autochtones ne représentent plus que 0,2% du territoire canadien. C'est-à-dire qu'il s'agit des réserves sur lesquelles nous vivons aujourd'hui. Donc, quand on regarde cette carte, on voit que les gens qui vivent actuellement en réserve occupent moins de 1% du territoire du pays. Prochaine diapo. Je vais donc, encore une fois, parler du bouleversement provoqué par le colonialisme et ses répercussions. Ces images montrent les conséquences tragiques du colonialisme, la dépossession des terres et autres. Mais revenons en arrière pour voir comment se sont déroulés les événements. Les empires européens prenaient de l'expansion, ce qui signifiait de la migration, des conquêtes, de la colonisation. Et là, je cite le rapport de la Commission sur la vérité et la réconciliation. Et que ce soit par la dépossession ou le fait de rafler les enfants ou de priver des sources d'alimentation les Premières Nations, le colonialisme est bien documenté. Dans son rapport de 2015, la Commission sur la vérité et la réconciliation a noté que la présence des peuples autochtones dans ces nouvelles terres colonisées posait un dilemme. Et donc, pour mettre les colonisateurs ont négocié des traités, ont livré des guerres d'extinction, ont éliminé les pratiques de possession des terres, bouleversé les familles et imposé un régime politique et spirituel
qui niait complètement les valeurs traditionnelles. Les des pratiques des traités d'ailleurs n'ont, ont été régulièrement bafouées. Et en fait, le docteur Dave Baschux, dans son traité, nous dit que les colonisateurs ont pratiqué des politiques de famine. Et cette histoire de privation a été qualifiée de l'Holocauste américain par certains auteurs. Et les auteurs du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation disent que le colonialisme est toujours bien vivant et continue à bouleverser la qualité et la structure des relations entre la couronne et les peuples autochtones. Et regardons justement comment les autorités gouvernementales ont agi. Alors, on voit ici justement des images euh, troublantes de ce qui est arrivé. Prochaine diapositive. Alors, on voit ici John A. Macdonald, Premier ministre du Canada, le Premier ministre du Canada. Et ça, c'est une citation célèbre. Les enfants indiens doivent être arrachés à leurs parents afin de supprimer l'influence barbare de ces derniers et les exposer aux bienfaits de la civilisation. Les professeurs sont destinés à jouer un rôle de missionnaires éducatifs afin de provoquer des changements culturels dans les sociétés indiennes. Et il a ensuite ajouté que si l'école se situe sur la réserve, l'enfant vit avec ses parents qui sont des sauvages. Et même si l'enfant apprend à lire et à écrire, c'est sa façon de penser et sa façon de vivre reste indienne. Et donc, c'est un sauvage qui sait lire et écrire. Et donc, en tant que chef du département, je pense que les enfants indiens doivent être retirés de l'influence de leurs parents dans la mesure du possible. Et la seule façon d'y arriver, c'est de les mettre dans des institutions centralisées où ils sont éloignés de leurs parents pour apprendre la façon de penser de l'homme blanc. Prochaine diapositive. Nous avons ici Duncan Campbell Scott et qui dit essentiellement la même chose. Notre but est de continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul Indien au Canada qui ne soit pas assimilé à la société et au corps politique et qu'il n'y ait plus de questions indiennes. Prochaine diapo. Le gouvernement a utilisé les pensionnats et les écoles institutionnelles et ensuite les pensionnats pour héberger les enfants autochtones. Ça, c'est l'école qui est à 5 kilomètres de Saint-Paul. Moi, j'ai travaillé dans ce bâtiment pendant 8 ans. Des écoles comme celle-ci sont et étaient situées partout au Canada. Il y avait des écoles de ce genre. Alors, le gouvernement a utilisé ces écoles, n'est-ce pas, ces pensionnats, ils ont en partenariat avec l'école catholique, l'église anglicane, romaine, presbytérienne, méthodiste ou unie. Voilà, c'était le nom des dénominations religieuses. Et ça, c'était une, la photo que vous voyez, celle d'une école où j'ai travaillé pendant 5 ans. Donc, le Canada a enfin reconnu les écoles résidentielles et les pensionnats indiens. Alors, comment est-ce arrivé? Voici l'image de Phil Fontaine, qui était le chef de l'Assemblée des Premières Nations et qui a organisé le premier recours collectif et euh, il a qualifié ça d'un cheminement de 150 ans de douleur. Prochaine diapositive. 150 ans de larmes, d'épreuves et de douleur. Alors, la convention de règlement a été conclue en septembre 2007. C'était le recours collectif le plus important jamais réalisé au Canada à l'époque. 1,9 milliard de dollars, touchant 132 pensionnats indiens et plus de 150 000 enfants. Et encore une fois,
les dénominations, les églises impliquées sont énumérées également. Prochaine diapositive. Voici une image de l'excuse formelle faite par le gouvernement du Canada. Et c'était une période compliquée parce qu'on avait Harper à la Chambre des communes qui livrait donc cette excuse formelle le 11 juin, entouré de survivants de pensionnats indiens, et qui était en fait un moment extrêmement difficile et émouvant pour eux parce qu'on reconnaissait enfin les horreurs de l'histoire coloniale. Prochaine diapositive. Prochaine diapositive. La commission de vérité et de réconciliation. Si on regarde la définition de réconciliation, celle que s'est donnée la commission, il s'agit de réparer les erreurs du passé d'une manière qui vient à bout des conflits et établit une relation saine et respectueuse entre les peuples et pour l'avenir. Et comme vous voyez ici, on voit ici les commissaires qui étaient chargés des audiences, donc feu Mary Sinclair, le chef Wilton Littlechild et Dr. Marie Wilson. On voit donc les trois commissaires. Prochaine diapo. Et nous allons vous présenter une brève vidéo. Et là, je vais m'en remettre aux techniciens. Bonjour tout le monde, je suis Murray Sinclair, président de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada. Je voudrais vous parler pendant quelques minutes de la réconciliation, un sujet qui bien sûr est très important pour nous ici à la Commission, mais qui intéresse aussi et importe également pour beaucoup de gens au Canada. L'une des choses que nous avons découvertes à la Commission, c'est qu'il nous a fallu beaucoup de temps pour en arriver au point où nous en sommes dans les relations entre les peuples autochtones et le Canada. 7 générations d'enfants sont passés par les pensionnats et chacun de ces enfants s'est vu dire, pardon, que sa vie n'était pas aussi bonne que celle des non-autochtones de ce pays. On leur a dit que leur langue et leur culture n'avaient aucune importance. On leur a dit que leur peuple et leurs ancêtres étaient des païens et des sauvages et qu'ils devaient abandonner ce mode de vie pour en adopter un autre. Parallèlement, les enfants non autochtones dans les écoles non autochtones du Canada recevaient le même enseignement sur les autochtones. Par conséquent, de nombreuses générations d'enfants, y compris vous et vos enfants, ont grandi avec une vision différente de la réalité, une vision faussée à la base, une vision péjorative vis-à-vis des autochtones. Et nous devons changer cela. C'est le système d'éducation qui a contribué à ce problème dans ce pays, et nous pensons que c'est le système d'éducation qui nous aidera à nous en sortir. Nous devons revoir la façon dont nous éduquons les enfants. Nous devons examiner la manière dont nous nous éduquons nous-mêmes. Nous devons examiner ce que nos manuels scolaires disent des peuples autochtones. Nous devons examiner ce que les autochtones eux-mêmes sont autorisés à dire sur leur propre histoire dans le cadre du système d'éducation. En outre, nous examinons la manière dont les enfants sont éduqués. Nous pensons qu'il est important de comprendre que, puisqu'il nous a fallu tant de générations pour en arriver où nous en sommes, il nous faudra au moins quelques générations pour pouvoir dire que nous avons fait des progrès. Nous ne pouvons pas chercher de solutions rapides et faciles parce qu'il n'y en a pas. Nous devons prendre une vision à long terme et nous demander quelles relations nous espérons avoir entre les autochtones et les non-autochtones dans ce pays dans 3, 4, 5 ou 7 générations. Et si nous pouvons nous mettre d'accord sur nos aspirations pour l'avenir, nous devons nous demander qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour contribuer à cet objectif. La réconciliation consistera à s'assurer que tout ce que nous faisons aujourd'hui vise à terme à rétablir l'équilibre dans cette relation. On passe à la prochaine diapo. Donc, pensez à cette histoire et de quelle façon elle a eu une incidence sur les jeunes. Je vous ai dit un petit peu ce que ça
a fait sur ma vie à moi et quel est l'impact sur tout le Canada? C'est ça la grande question, puisque on commence ce travail avec Deloitte et avec ses réclamations. C'est ça la question à se poser. Il faut le garder à l'esprit. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, ça nous invite à réfléchir à la façon dont on va raconter l'histoire, s'écouter avec le cœur. On ne peut pas mettre des événements traumatiques derrière nous avant de reconnaître ce qui s'est passé et commencer à identifier les démons invisibles contre lesquels elle lutte. Raconter l'histoire est important. Sans histoire, la mémoire devient figée. Et sans la mémoire, vous ne pouvez pas imaginer comment les choses peuvent être différentes. Différentes plutôt. Prochaine diapo. En 2015, j'ai accepté un poste à l'Université de l'Alberta. Bon, j'ai assumé plusieurs rôles dans la faculté de l'extension, mais entre autres, j'ai aidé l'université à trouver une solution à traiter de la réconciliation. Je me souviens comme si c'était hier. Lisa en fait, de la magazine Neutral m'a demandé de l'aider à publier un article pour les diplômés de l'université. Je me suis assise avec elle et je me suis rendu compte de son innocence et de son ignorance. Et elle ne savait pas vraiment ce qu'elle me demandait de faire. Elle voulait publié un article, un seul article. Et au bout du compte, la revue Neutral, en fait, a publié une série d'articles primés qui a aidé les diplômés à apprendre sur ce qu'ils ne savaient pas sur l'histoire des pensionnats indiens. Alors, ils ont commencé à mettre la vérité en premier. Comment peut-on aller de l'avant en tant que pays pour faire ce travail sans d'abord savoir c'est quoi la vérité? Comme Wilton Littlechild, le commissaire de la Commission de la vérité et de la réconciliation, a dit, nous vous appelons à ouvrir votre esprit, à être prêt à apprendre ces histoires, à être prêt à accepter que ces choses se sont produites. Ce n'est pas un enjeu autochtone, mais plutôt un enjeu canadien. Alors, nous voici en 2025 et j'enseigne un cours à la maîtrise pour l'Université de l'Alberta et j'avais encore des étudiants qui me posaient la question ou qui disaient, je ne le savais pas et je ne veux pas faire d'erreur. Je fais partie du problème. Et moi, j'ai répondu, n'hésitez pas, nous faisons ce travail ensemble. Nous ne pouvons pas être paralysés. Faites confiance au processus et aux gens. Faites confiance aux gens qui vont aider et aider les enfants. Voici quelques statistiques retirées de la revue Neutral et vous le voyez ici à gauche. Vous pouvez faire une recherche sur Google pour le retrouver. Alors, plus de 150 000 enfants ont fréquenté des pensionnats indiens. Ils ont été retirés de leur maison, de leur foyer par camion, par avion, par bateau. Alors, la GRC s'en occupait et les parents pouvaient se faire emprisonner s'ils résistaient. Le tout a eu lieu sur une période de 150 ans. Ça a commencé en 1831 avec l'Institut Mohawk et la dernière école, Gordon's Indian Residential School, a fermé ses portes en 1996, si vous pouvez l'imaginer. Les parents pouvaient aller en prison s'ils n'acceptaient pas d'envoyer leurs enfants. C'était censé être les enfants entre 7 et 15 ans qui ont été retirés, mais en réalité, les enfants aussi jeunes que 4 ans ont été retirés de leur foyer. J'ai travaillé avec un aîné qui a été mis à bord d'un train à Vilna, en Alberta, et on l'a amené à Saint-Albert, près d'Edmonton, à l'âge de 4 ans. Prochaine diapo, s'il vous plaît. La loi sur les Indiens. Elle a façonné le monde socio-économique et politique des peuples autochtones ou les peuples ou les Indiens, comme Bob Joseph l'a dit, d'avant leur naissance jusqu'à leur tombe. Alors, voici quelques exemples des répercussions. La loi a refusé le statut aux femmes qui se sont mariées avec des hommes blancs, donc elles n'avaient plus leur statut autochtone. La loi a créé un système permis, c'est-à-dire qu'il fallait de la permission pour quitter la réserve ou pour vendre certains produits agricoles. Elle a interdit la vente des munitions aux Indiens. Elle a interdit la vente de tout produit intoxicant aux Indiens. Il a déclaré le potlatch et d'autres cérémonies culturelles illégales. Les gens pouvaient même être emprisonnés. Et
les Indiens étaient interdits de former toute organisation politique et finalement le droit au vote pour les Indiens en 1960. Mais j'utilise les termes du livre et la loi a retiré, excusez-moi, a retiré le droit de ne pas étudier en droit ou en enseignement. Ce ne sont que quelques exemples et certains éléments discriminatoires de la loi ont changé depuis, mais les répercussions se font encore sentir. Par exemple, les femmes qui, par tradition, faisait partie de la prise de décision, la gouvernance tribale, continue à ressentir les répercussions en raison du déplacement et de l'oppression qui découlent du système du patriarcat euh, et la loi sur les Indiens. Avant, dans le processus des prises de décision de gouvernance tribale, était centrale à la façon de faire, mais on croit que tout ce phénomène des femmes et des filles portées disparues et euh, assassinées, eh bien, toute cette crise provient du fait que les femmes n'avaient plus leur place dans la gouvernance. En fait, les femmes sont devenues des riens, des non-humaines. Et en fait, dans le rapport de l'enquête nationale, réclamer notre pouvoir et notre place, on a parlé précisément des politiques de nature patriarcale et le fait qu'on avait enlevé les rôles traditionnels des femmes dans les communautés et dans le système de gouvernement, ce qui a eu comme effet de diminuer leur statut au sein de la violence et elles sont devenues donc vulnérables à la violence. Et on a noté que des violations des droits de la personne délibérées et persistantes, ce sont des raisons sous-jacentes de la violence le taux de violence incroyable au Canada à l'égard des femmes et des filles autochtones et les membres de SLGBTQIA. Prochaine diapo, s'il vous plaît. La vérité avant la réconciliation, donc la vie dans les pensionnats. Ici, vous voyez des jeunes enfants dans le champ et des femmes qui font du pain, mais il y a bien des histoires de survivants qui nous parlent de l'isolement, et euh, des épreuves vécues. Je vous demande de penser à vos propres enfants, vos nièces, vos neveux, ou si vous êtes béni, vous avez des petits-enfants. À quoi ressemblerait votre vie si on vous a arraché ces enfants à seulement 6 ou 7 ans? Comment vous gérerez tout ça? Imaginez les traumatismes des enfants. Une fois arrivés au pensionnat, les enfants ont été séparés selon leur genre, leur âge, et les frères et sœurs ne pouvaient pas se parler. N'est-il pas traumatisant pour un enfant? Les enfants avaient peur, étaient perdus, étaient seuls. On leur a fait taire et souvent, ils ils ne pouvaient pas parler l'anglais et pourtant on les a battus s'ils parlaient leur langue maternelle. Ces expériences ont mené à des... En fait, c'était du mauvais... C'était des abus sexuels, physiques, spirituels et émotionnels. Les installations étaient mal entretenues. Il y avait trop de jeunes. C'était pas sanitaire. Les enfants étaient là pour aider sur la ferme. C'était de la main-d'œuvre esclave. Il n'y avait pas assez de nourriture et les enfants avaient faim parce qu'ils étaient trop nombreux à nourrir. Et ça provient du rapport de la Commission sur la vérité et la réconciliation. Ils l'ont même nommé de la négligence des enfants institutionnalisés. Et enfin, on a enterré les enfants. J'ai écouté l'histoire d'un aîné avec qui j'enseignais à Blue Quills et il était obligé de euh, creuser aussi pour faire des tombes. Donc, il était tout petit alors qu'il pelletait. Il était tellement petit qu'on l'avait oublié. On a même seulement remarqué son absence à l'heure du souper. Alors, imaginez jusqu'à quel point ça a eu une incidence sur sa vie. J'aimerais personnaliser l'histoire encore plus. Je vais vous parler d'une histoire. J'ai eu l'occasion d'écouter cette histoire du feu grand artiste Alex Janvier du Cold Lake. Voici une photo de lui. Alors, c'est un artiste d'aîné, Alex Janvier. J'ai eu le privilège d'être dans des cercles d'enseignement avec Alex chez Blue Quills. Il était un conteur, il avait un sens d'humour, mais malheureusement, dans cette histoire, dans les années 2000,
lorsqu'il a raconté cette histoire. Il parlait un peu de son expérience au pensionnat Blue Quills en ses propres mots. Je m'appelle Alex Janvier. Je représente la mort. Je représente l'abus et le mauvais traitement. Je suis un survivant. Bien des autres qui étaient mes camarades sont maintenant décédés. Leurs esprits leur ont été arrachés, brisés. C'est ici que j'ai appris à ne pas écouter mes sentiments. Quand on est entre 5 et 10 ans et on nous a dit jour après jour, Jésus-Christ est décédé pour vos péchés, eh bien, ce message répété à maintes reprises joue des tours à son esprit et détruit tout sentiment d'identité culturelle parce qu'on grandit avec un sentiment de honte très profonde. Le pire, c'est que on nous fait ressentir la honte et on a honte de nos parents et de nos grands-parents parce qu'on nous dit fois après fois que ils prient à des faux dieux. Alors, quand on rentre chez nous, on ne ressent pas l'amour, mais plutôt de la confusion. Et encore pire, les parents se sont tournés vers l'alcool pour gérer leur traumatisme et le fait qu'ils ont perdu leurs enfants. Donc, vous avez honte et ça renforce ce message et vous détestez tout ce qui est indien. On nous battait régulièrement. J'ai perdu 60% de mon oui dans une oreille et 20% dans l'autre parce qu'on nous giflait si fort. Lorsque j'ai quitté cet endroit, mon esprit a été complètement détruit et je me suis tournée vers l'alcool. Mais lorsque j'ai découvert mon don pour la peinture, j'ai tranquillement commencé à retrouver mon esprit et moi-même. Oh là là. Pat, on est encore ici, on vous entend. Vous m'entendez, mais vous ne me voyez pas? Oui, ça va, mais ça va parce qu'on vous entend. Oh mon Dieu, j'ai perdu le fil de mes pensées. Pardonnez-moi. Il avait perdu 60% de son oui dans une des oreilles, 20% dans l'autre parce qu'il nous giflait si fort. Lorsque j'ai quitté cet endroit, mon âme était détruite et je me suis tournée vers l'alcool. Seulement lorsque j'ai découvert mon don pour la peinture, je commençais tranquillement à retrouver mon esprit et moi-même. Alors en fait, j'ai utilisé l'art pour décrire ma douleur. Et grâce à cet art, je retrouve la voix de mes ancêtres et leurs histoires, parce que ces histoires étaient perdues et on n'a pas pu raconter ces histoires aux enfants qui ont été retirés du foyer familial. Lorsqu'on entend des histoires comme celle-ci de Monsieur Janvier, on peut apprendre des nombreuses pertes et souffrances, du deuil non résolu, perpétuel. Ces expériences vivent encore et elles nous accompagnent et elle se trouve au sein des familles des enfants qui sont venus avant nous. On a besoin de la compassion en écoutant ces histoires de honte, de souffrance internalisée, la perte du mérite de soi, la perte d'identité et de l'occasion de élever ses enfants et les, euh, l'abus à soi-même, c'est-à-dire avec l'alcool et de la drogue. On a peur de l'autorité, il y a de la violence latérale, la violence familiale, négligence des enfants, des conjoints et conjointes, des aînés et les maladies mentales, la dépression et le suicide. Et c'est la même chose pour les blessures à l'âme, la souffrance. Nous devons nous éduquer. Lana, est-ce que je continue sans les diapos? Nous voyons les diapos. Vous pouvez passer à la prochaine diapo. D'accord. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Oui, maintenant ça s'appelle Héritage des pensionnats indiens. Très bien. Une autre diapo, s'il vous plaît. D'accord. D'accord. Nous devons en apprendre davantage sur les traumatismes et les traumatismes intergénérationnels. C'est bel et bien celui-là? Parfait, merci. J'ai eu le privilège de rencontrer et d'assister à un atelier donné par ces trois professionnels qui présentaient à la même conférence, la même que Dr. Maté. Ils sont connus pour leur travail sur les traumatismes et sur les contextes qui tiennent compte des traumatismes et les pratiques de bien-être sécuritaire culturel. La Dr. Maria Yellowhorse Braveheart définit le traumatisme historique comme étant des blessures psychologiques et émotionnelles cumulatives qui découlent des traumatismes du groupe massif
qui a une incidence sur plusieurs générations. Donc, on appelle ça des blessures à l'âme. Ce terme m'interpelle aujourd'hui comme à l'époque. Nous faisons face à ces blessures à l'âme. Il faut les aborder avec douceur, avec amour et prudence. L'expérience sur les enfants remplie d'épreuves, qu'on appelle l'étude ACE, est excellente comme étude si on veut mieux comprendre les épreuves vécues à l'enfance et les impacts intergénérationnels à long terme sur la santé. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Est-ce que vous l'avez à l'écran, Lana? Très bien, allez-y. J'aimerais qu'on se souvienne de quelque chose. Cette violence latérale est connectée à tout ce que vous voyez à l'écran. Il ne faut pas oublier que nous sommes de bonnes personnes. Il faut apprendre cette histoire coloniale avant qu'elle n'ait une incidence sur nous tous et toutes. Nous ne pouvons pas changer les choses sans se regarder dans le miroir en premier. Jody Wilson-Raybould, dans son texte True Reconciliation, How to be a Force for Change, résume bien les choses dans son livre, apprendre, comprendre, passer à l'action. Ne soyez pas découragés, ne prenez pas des choses personnelles. N'oubliez pas, nous faisons face à un colonialisme institutionnel systémique qui a été conçu pour tuer l'Indien chez l'enfant. Mais ces enfants sont maintenant des adultes. Les enfants sont maintenant des adultes et leur douleur d'enfance peut se répercuter euh, sur les autres lorsqu'ils sont adultes. Et nous avons des rôles leadership des personnes élues. Alors, soyez prudents tout en restant optimiste et en restant, en gardant votre compassion. Laissez-moi vous raconter une réunion avec un chef et un conseil. La personne dans la salle de conférence et moi, j'étais là pour parler de cette question-là, c'est-à-dire quoi faire pour s'attaquer aux dépendances, aux disparités, aux complexités, à la violence connue par bien des nations et comment aller de l'avant. Le chef s'est élevé et il m'a dit, D'accord, Pat, dites-nous ce que vous feriez. Alors, j'ai commencé à dessiner une carte de l'esprit, si on veut, pour expliquer d'où vient la violence. J'ai expliqué mon plan et j'avais une carte d'actifs des membres de la nation les, pour que la nation puisse rappeler ses membres, les gens qui sont à l'école, les gens qui sont ailleurs, profiter des dons et des compétences de ceux et celles qui sont à l'école et travailler avec le personnel. Alors, j'ai expliqué avec une aide visuelle ce que je pensais serait bien et qui était axé sur la recherche. Et le chef s'est levé, il m'a dit, Eh bien, Pat, nous n'avons pas besoin de personnes éduquées, nous avons nos propres aînés et vous n'êtes pas d'ici, donc nous n'avons pas de vos idées. Et n'oubliez pas, j'ai été invitée. L'un de ces leaders dans la salle ce jour-là, en fait, tous ces leaders dans la salle de ce jour-là, il n'y a pas un seul qui a pris la parole. Deux femmes étaient présentes, mais personne n'a pris la parole. Cette histoire n'est pas connue. L'oppression et la violence qui en résultent doivent être comprises si nous voulons redresser la barre. Nous devons tous apprendre cette histoire, poursuivre notre développement professionnel continu et rester concentrés sur ceux que nous servons, les enfants et leurs familles blessées, ceux qui continuent à porter les blessures de l'âme de cette histoire horrible. Je me souviens de feu l'ancien Mike Steiner, un autre des anciens avec qui j'ai eu le privilège d'enseigner en équipe et qui nous rappelait toujours de revenir à la vie que le Créateur voulait que nous vivions. La violence sous toutes ses formes doit cesser. Les enfants ont besoin de nous tous. Prochaine diapositive. Oui, oui, vous pouvez continuer. Oui, les enfants, tristesse et bonheur. Il y a une dizaine d'années, je me suis porté volontaire pour animer un atelier pour les jeunes d'une nation. Je me demandais comment je pourrais faire participer activement ce groupe et j'ai décidé d'utiliser la pâte à modeler.
On m'a demandé de leur enseigner un peu de leadership, d'inclure un peu de culture et de rester simple. C'est ce que j'ai fait. Je suis resté interactive en utilisant de la pâte à modeler, un tableau blanc et des cercles de discussion. Sachant que certains jeunes autochtones peuvent être timides, j'ai utilisé la pâte à modeler comme moyen d'engager les jeunes. L'une des activités que nous avons réalisées consistait à utiliser la pâte à modeler pour exprimer la tristesse et la joie de ce qu'ils voient dans leur famille et dans la nation. Je leur ai demandé de faire quelque chose qui les rendait tristes, soit dans leur famille, soit dans la nation. Après quoi, nous avons fait un tour de table et parlé chacune des œuvres d'art, de nos œuvres d'art. Après avoir discuté de ce qui les rendait tristes, nous sommes passés à ce qui les rendait heureux dans leur famille et ou dans la nation. Les images ci-dessous racontent un peu leur histoire. J'avais beaucoup d'images similaires. Dans la photo 1, à gauche, on voit un point, une famille et un sachet de tabac. Dans la photo à droite, on voit une famille en cercle, tous ensemble, se tenant par la main, et on peut supposer qu'ils sont heureux. Cette activité nous a pris beaucoup de temps, car il y avait environ 12 jeunes, et chacun d'entre eux pouvait clairement articuler ses pièces de mastic créatives. Les enfants n'ont pas demandé d'argent, ni d'ordinateur, ni aucun type de technologie. Ce qu'ils ont reconnu, c'est la violence qu'ils subissent uniquement et physiquement et spirituellement du fait de la drogue, de l'alcool et de la violence familiale. Et ce qu'ils veulent, c'est des familles heureuses. Ce qu'ils veulent, ce sont des familles, et ils ont demandé des sports et des moyens d'avoir des interactions saines avec des adultes dans leur vie. Donc, ils étaient très clairs. Ils voulaient du temps de qualité avec leur famille et des activités sportives. Prochaine diapositive. Donc, il ne faut pas oublier les enfants. Voici, j'ai choisi ces images justement parce que c'est important de, de nous concentrer sur les enfants, de leur accorder le maximum d'attention. Et comment allons-nous le faire? Ben, il faut nous rappeler que chaque enfant compte et il faut cesser de dire qu'est-ce qui va pas chez toi et de dire plutôt qu'est-ce qui t'est arrivé pour que je comprenne mieux. Dernière diapo? Oui? D'accord. La dernière diapositive. Alors, nous avons beaucoup à désapprendre, à réapprendre et à continuer à raconter les histoires. Et ce que je demande aux gens de faire, donc, c'est de désapprendre ce qui nous a opprimés, la patriarchie et toutes ces lois qui nous ont encarcanés et privés de notre façon de nous conduire comme nation et de nous diriger nous-mêmes. Chaque enfant compte, donc il faut désapprendre, réapprendre et continuer à raconter notre histoire. Chaque enfant compte. Ce cheminement que nous avons entamé, c'est un cheminement de toute une vie. Et je voudrais terminer par une citation d'un ancien collègue et ami, William Aguiar, qui a écrit un livre avec Regina Halsett, euh, Aboriginal Peoples and Historical Trauma, le processus de transmission intergénérationnelle résume bien ce travail. Interrompre la transmission intergénérationnelle des traumatismes nécessitera des approches visant non seulement à traiter les symptômes de ces traumatismes, mais aussi à guérir et à reconstruire les individus, les familles et les communautés. C'est un élément central de cette démarche consistera à rétablir la fierté et le sens de l'identité individuelle et collective par le biais d'activités de culture en tant que traitement. Et voilà, cela termine mon propos. Je vous remercie de m'avoir écouté et je reconnais tous les gens qui, dans ma vie, m'ont aidé à avancer dans mon travail et à poursuivre mon cheminement. Merci à Lana. J'ai hésité à faire cette présentation, mais je sais au fond de mon cœur que j'ai toujours fait ce travail parce que j'ai beaucoup d'amour pour les gens, notre peuple. Donc, merci beaucoup d'avoir
et malgré les difficultés techniques, d'être resté à l'écoute. Merci, je recède la parole à Lana. Merci beaucoup de votre temps. On pourrait passer une journée complète avec vous. Et évidemment, il y a plusieurs couches et plusieurs niveaux à votre message. Je suis pleine de reconnaissance de votre présentation et de la conversation que vous avez ouverte avec nous pour que on comprenne mieux notre histoire, pour qu'elle ne se répète pas et que nous allons euh, commencer à parler d'une victoire, d'un progrès dans l'avenir. Merci beaucoup. Miigwech, hi hi. Et dans ma langue, main sur le cœur, merci beaucoup. Encore une fois, il y a de l'information à l'écran avec les coordonnées pour communiquer avec nous et avoir plus d'informations sur l'accord de règlement. Si vous voulez en savoir davantage, appelez le 1-833-852-0755 ou envoyez un courriel à generalinfo@contact-fnchildclaims.ca. Et si vous n'avez pas de quelqu'un à qui parler, il y a aussi un service de santé mentale et de mieux-être disponible 24 heures sur 24 à la ligne indiquée à l'écran. Nous allons donc continuer. Il y a encore deux autres séances dans cette série. Merci beaucoup, Dr. Makakis. Je vous souhaite une excellente journée et nous continuerons la conversation demain. Merci. C'est un rendez-vous.